C'est un exposé qui, grosso modo, a 3 parties. Donc normalement, ça va faire 25, 35, 45. Si jamais vous constatez qu'il n'y a pas de changement de partie, vous pouvez me faire des signes. Je passe trop longtemps sur une chose. Ben non. Ah, ça y est. Ah ben non. Ah voilà. Ok. Au départ, je veux vous dire que la recherche en mathématiques, ça existe. Parce que souvent, quand on est jeune, ou en tous les cas moi, quand j'étais jeune, je pensais que tout était déjà établi en mathématiques et qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, en médecine, vous savez certainement qu'il existe des choses à faire. Alors, guérir des maladies, évidemment. Améliorer les diagnostics, ça c'est moins connu. Éventuellement doser les médicaments quand on les a en perfusion. Ça c'est un grand domaine de recherche, notamment pour la chimiothérapie. En chimie, évidemment, vous avez une idée de la pollution, qu'il y a énormément de recherche en chimie. En sciences politiques, il y en a, les systèmes de vote. Vous pouvez constater qu'on n'a pas des choses idéales. Et puis ici, c'est un centre de recherche. C'est l'un des plus grands centres de recherche en Europe. Je ne vais pas dire que c'est le plus grand centre de recherche en Europe parce qu'il y a de la compétition. Bon, mais c'est l'un des plus grands centres de recherche en Europe en mathématiques. Alors, vous avez des cours, des cours de mathématiques notamment. C'est ça qui m'intéresse. Et les cours, c'est quoi? Eh bien, on essaie de vous donner ce qu'on sait faire pour que vous inventiez d'autres choses. Et je vais étoffer ce point de vue maintenant. Mais en fait, il faut réaliser qu'en mathématiques, dès qu'on pose une question un petit peu sensée, pas quelque chose de complètement stupide, eh bien, on ne connaît pas la réponse. D'ailleurs, je vous donnerai 2 problèmes dont personne ne connaît les réponses, et pourtant, ils sont très très simples à énoncer, et on pense qu'ils sont très importants. Voilà. Alors, je vais orienter cet exposé sur l'aventure Ariane. Ariane, c'est la ligne de fusée française. Je vais commencer en 45-50. On est après la Deuxième Guerre mondiale. La France a été détruite par les bombardements, par la guerre. Les gens sont décédés, on n'a plus personne. Tout a été désorganisé. Et la France se dit, bah, on voudrait bien exister comme pays. En même temps, on a les Soviétiques qui sont en train d'envoyer des fusées dans l'espace. On a les Américains qui sont en train d'envoyer des fusées dans l'espace. Et nous, on se dit, on va être perdus et on sera plus personne. Et donc, ils décident d'essayer de faire quelque chose, un grand pas d'un seul coup. Donc, ils vont essayer de se lancer dans un moteur extrêmement difficile, qui est un moteur à hydrogène, dont je vais vous parler un petit peu plus, que ni les Américains ni les Soviétiques ne savaient faire. Alors, il faut que je fasse un petit détour sur l'aéronautique français. Ça, c'est un truc qui existait encore après la Deuxième Guerre mondiale. On avait Nord Aéro et Sud Aéro. Et donc, la première chose qu'on a commencé à faire, c'est de reconstruire une aviation. Donc, notamment avec le Concorde, dont vous avez dû entendre parler, qui était un petit avion qui allait à 2000 km/h. Les avions, à l'heure actuelle, ils vont à 750. Les longs courriers vont à 750. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça a été la Caravelle, qui était un avion magnifique. Donc, ça a commencé à fonctionner. Et alors, la Caravelle, je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais les ailes, le dessin de l'avion était fait en France, et les moteurs étaient faits par les Britanniques. Les Britanniques sont toujours très doués pour faire des moteurs, et l'école française est toujours très douée pour faire de l'aérodynamique, et je vous en parlerai plus après. En 1960, il faut que j'arrive dans l'espace, là en 1960, disons 55-60, le programme Pierre Précieuse, alors il y aura le programme des lancements améthyste, diamant, rubis, et en 1960, on réussit à faire un moteur à hydrogène, qui est quelque chose que tout le monde voulait faire. Simplement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à lancer une charge de 39 kg. Grosso modo, si vous voulez m'envoyer dans l'espace, vous m'envoyez en 3 parties.
À l'heure actuelle, Ariane 5, qui est la suite de ce programme, met 10 tonnes en orbite. Et vous avez peut-être pas vu parce que le 9 juin 2024, il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais on a aussi lancé Ariane 6. Vous voyez, le programme Ariane continue. Et Ariane 6 n'est pas parfaite, elle a encore des imperfections. Voilà, ok. Donc un petit peu plus sur comment on récupère notre énergie. Mais grosso modo, on a besoin de faire du feu. Alors le feu, c'est quoi? C'est quelque chose qui va de l'essence, du gaz et de l'air. Au milieu, on va avoir une flamme. Vous avez probablement utilisé une gazinière. Quand vous mettez le feu, quand vous allumez votre gazinière, vous voyez, il y a de la flamme et il y a une couleur entre blanc, bleu et rouge. Et ça, c'est la température de la réaction. Je ne sais plus qui est le bleu, qui est le blanc. Et par contre, vous voyez très bien que cette réaction n'est pas constante. Ça fait... Ça bouge comme ça. Sur le gaz, ça va. Sur quelque chose qui serait beaucoup plus calorique, le fait de ne pas contrôler l'endroit où ça brûle, ça peut faire brûler, exploser ou fondre une partie. Il y a quelque chose que vous avez peut-être vu. Donc voilà. Donc, en technique, on dit l'essence c'est le carburant. Le carburant, vous le connaissez, et l'air c'est le comburant. Alors, on met les deux et ça explose. On peut avoir d'autres mélanges. Qu'est-ce que Ah oui, vous avez dû aller en campagne regarder des rivières. Et les rivières, il y a des pieds au pont, on appelle ça des piles de pont. Et quand l'eau touche la pile de pont, ça fait des tourbillons. Et ces tourbillons, quand on les regarde, on ne trouve pas de loi. Ça part dans un sens, ça part dans un autre, etc. Et pourtant, les physiciens sont capables de nous dire par quoi c'est régi. Alors, en quoi ça c'est lié? Là, vous voyez que vous avez l'essence qui doit rentrer dans l'air ou l'air qui doit rentrer dans l'essence, se mélanger. Les avions, vous voyez que c'est l'avion qui doit rentrer dans une masse d'air qui est comme un liquide. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'hydrogène? Il se trouve que les Américains et les Russes, ils utilisent un carburant qui s'appelle du RP1, bon bref, qu'on peut utiliser à une dizaine de degrés, mais qui est beaucoup moins efficace que l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le carburant le plus efficace. Le problème, c'est qu'il est tellement efficace que régulièrement, il explose. Enfin, c'est pas qu'il explose, c'est qu'il fait fondre le moteur et du coup, ça explose. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas encore complètement maîtrisé le moteur hydrogène. À l'heure actuelle, on n'ose toujours pas mettre des gens dans les fusées avec un moteur hydrogène. Ils pourraient exploser, ils veulent pas. Alors, la suite, donc, je vous ai dit, tout ça, c'était lié entre l'aérodynamique et la mécanique des fluides. Donc, les physiciens, ils sont capables de dire, ça, c'est régi par des équations, ça s'appelle Navier-Stokes, c'est pas très long, il y a 3-4 lignes, et ils disent, les matheux, ça vous le faire. Alors, faut que je vous montre un petit peu à quel point c'est difficile. Vous avez dû aller dans des aéroports, mais je ne sais pas si vous avez regardé les pistes d'envol des avions. Les pistes d'envol des avions, c'est fantastique. Si vous regardez la tête des ailes, parce que vous en avez qui ont des ailes en bas comme ça, vous en avez qui ont des ailes comme ça, d'autres qui ont des ailes comme ça. Les gros porteurs, ils ont des ailes comme ça. Il y a des nez qui sont pointus. Le Concorde, il avait un nez qui bougeait. Il montait, il descendait. Non, il descendait, il montait. Et ce qui signifie que, grosso modo, on n'a toujours pas trouvé comment faire. On a des problèmes. Le problème, c'est que quand l'avion rentre dans l'air, l'air s'en va, il fait des tourbillons, et les tourbillons reviennent claquer. Ensuite, il y a les ailes, il y a du vent, il se passe plein de choses. Et ça, on n'arrive pas à le contrôler à l'heure actuelle. Alors, les premiers moteurs qu'on avait, je sais pas de l'aérodynamique au moteur, les premiers moteurs qu'on avait, ils utilisaient 99% de leur énergie pour tourner eux-mêmes. Pas pour faire avancer les roues, pour tourner. Réussir à fonctionner, il utilisait 99% de son énergie. Ensuite, il avançait à 4 km/h. Grosso modo, 4 km/h, vous n'allez pas aller loin.
À l'heure actuelle, on arrive à faire, avec les voitures, on arrive à avoir une efficacité de 35%, 35-36%. On voudrait aller, le rêve, c'est d'aller à 50%. Si on arrivait à mieux contrôler tout ça, on pourrait peut-être le faire. On a une limite théorique qui, à l'heure actuelle, est aux alentours de 60%. C'est la loi de Carnot réévaluée qui nous dit qu'à l'heure actuelle, on peut, sur les moteurs thermiques, ce sera à peu près... Voilà. Donc ça, c'est le problème à la fois des moteurs et de l'aérodynamique, la mécanique des fluides. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler ça? Par exemple, la fusée Apollo, qui était sur un carburant beaucoup moins explosif que l'hydrogène, il faut mettre une plaque de séparation où le carburant arrive et se mélange au comburant. Cette plaque de séparation, il voulait un moteur qui soit super efficace parce qu'il fallait aller jusqu'à la Lune quand même. Et les trous qu'ils ont fait, au début, ils ont fait des trous en carré. Il se trouve que la réaction s'est accumulée à un endroit, le moteur a fondu. Bon. Premier moteur. Ensuite, ils ont fait des trous en quinconce. Ensuite, ils ont fait des trous dans plein de façons. Et je crois qu'ils ont brûlé 12 moteurs, 12 ou 13 moteurs. À chaque fois, c'est des mois de travail. Et à un moment, ils ont dit à leur ingénieur, à leur fondeur, écoute, tu me fais n'importe quel trou. Ouais. Tu as une plaque. Le fondeur a dit, mais comment ça, je fais n'importe quel trou? Il dit, bah, tu me fais des trous dans la plaque. N'importe quoi. Tu me fais des trous. Il a fait des trous dans la plaque. Et à peu près au hasard. Et il se trouve que c'est avec cette plaque-là qu'ils sont allés sur la Lune. Le moteur n'a pas explosé. Ils l'ont réutilisé 2 fois, 3 fois, il n'explosait pas. Ils sont partis avec. Et ça, c'est un peu pour vous montrer à quel point il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et parfois, ça marche, et on le fait, bah, ça marche. On s'est amélioré. Hein. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des équations. Ouais, je suis bien. Je vous ai dit qu'il y a des équations. Et quand on a des équations, on peut se dire qu'on peut étudier les systèmes algébriques. D'abord, on peut étudier les équations en général. Ensuite, on peut essayer d'étudier les structures algébriques. Alors, vous n'allez peut-être pas aimer ce que c'est que le mot de structure algébrique, mais disons que vous savez probablement que l'addition, on peut additionner les termes dans un sens ou dans un autre. On peut faire 3 plus 5 ou 5 plus 3, ça marche. Il y a plein d'opérations pour lesquelles ça ne marche pas. Une loi beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus fine, mais qui est difficile à expliquer, c'est l'associativité. C'est-à-dire que quand on a un paquet de 3 ou 4 nombres, on peut les additionner 2 par 2 comme on veut. Le résultat est le même. Ça, c'est en fait une relation fondamentale qui permet de... Une fois qu'on comprend ça, on comprend pas mal de choses. Et c'est pas fini, on peut faire d'autres choses. Alors, je voulais quand même vous parler d'Ariane 5. Ariane 5, pour son vol inaugural, vous savez, il y avait le président de la République, il y avait un Premier ministre, il y avait des chefs d'État étrangers. On envoie la magnifique fusée Ariane 5 dans l'espace. Et elle monte, et je crois qu'elle a fait à peine 1 kilomètre et elle explose. Et en fait, c'est une erreur de calcul, donc c'est vraiment une erreur, disons, mathématique. Et grosso modo, à l'époque, on pensait que les calculs auraient des erreurs stochastiques, en racine de n. Et donc on les contrôlait pas, on disait, ça marche. Et avec quelque chose d'aussi fin que l'hydrogène, dès qu'on a une erreur, on a des centaines de degrés de dépassement, ça explose. Donc maintenant, on corrige ça. Ça fait partie de toutes les choses qu'on a à faire. Alors, traduction en termes d'emploi, parce que c'est quand même que je pense à votre avenir. C'est vous qui allez payer ma retraite, si jamais j'ai ma retraite. Vous voyez que c'est des programmes qui commencent en 1955, hein, et en 2025, on n'a toujours pas fini. C'est-à-dire qu'on a besoin de très longtemps. Donc on a besoin d'ingénieurs, parce qu'il faut bien construire les choses. On a besoin de mathématiques appliquées pour faire les designs. On a besoin de profs pour former les ingénieurs. Faites attention à vos profs de maths à l'heure actuelle, on n'en a plus beaucoup.
Donc, ménagez-les, chouchoutez-les. Je ne vais pas jusqu'à vous dire offrez-leur du chocolat, mais en ce moment, on a vraiment un problème. Et si vous voulez devenir, il y a vraiment des postes. Ouais, il y a des gens qui sont d'accord. Et aussi, on a besoin de recherche fondamentale pour voir les choses de façon différente. Il y a une continuité entre toutes ces branches. Donc voilà, c'est ce que je vous ai marqué ici. C'est-à-dire... ah non, j'ai raté. Ah, j'ai raté. Ah. Bon. C'est pas grave. Bon, c'est arrivé. Ouais, c'est bon, super. Ah, voilà, c'est ça. Alors, je vous dis, devenez ingénieur, hein, oui. Aussi, je vous signale que l'école mathématique française est excellente. Donc, c'est un avantage que vous avez d'être dans ce pays, il faut en profiter. J'insiste sur cette partie-là. Pour faire de longues études, il faut commencer tôt. Il y a des jeunes qui me disent « Écoutez, je verrai ça quand je serai à l'université ou plus tard. » Il faut commencer tôt. Voilà. Alors, je vais vous donner un problème d'ingénieur. Je suis vraiment très en retard. Bon, tant pis. Parce que on pourrait penser que ce sont les chercheurs qui inventent et que les ingénieurs ne font qu'appliquer. Alors voici un joli problème d'ingénieur. Vous voyez un store. Un store, comment on fait? On fait un mouvement circulaire. Hein, et le store, il fait un mouvement de haut en bas. Hein, il faut convertir le mouvement. Et bien ça, c'est des mathématiques fascinants. C'est très beau. Un deuxième, vous voyez celui-là? Oh putain. Désolé. Celui-là, donc? Je suis désolé, excuse-moi. Celui-là sont des essuie-glaces. Des essuie-glaces, c'est pareil, vous avez un moteur qui tourne. Il fait un mouvement circulaire. Les essuie-glaces, ça fait ça. Comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est un très beau problème. Alors, le gros problème à l'heure actuelle, le plus gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est le stockage de l'électricité. Alors, le stockage de l'électricité, c'est grosso modo, avec les batteries, on arrive à tenir entre une semaine et au mieux un mois, quoi. C'est ça qu'on sait faire avec une batterie. Et on aurait besoin de stocker l'électricité sur 1 an. Parce que, par exemple, à la fonte des neiges, on a énormément d'électricité hydraulique. Hein. Et à certains événements climatiques, on a beaucoup d'électricité et on en a besoin toute l'année. Alors comment on fait à l'heure actuelle pour vous montrer à quel point il y a du travail. À l'heure actuelle, qu'est-ce que fait EDF? C'est la procédure STEP dont je vous parle. Quand elle a trop d'électricité, elle fait tourner des moteurs à l'électricité pour remonter de l'eau en hauteur. Et quand elle a besoin d'eau, elle lâche cette eau en bas. On en est, c'est pas tout à fait Cro-Magnon, mais c'est quand même, on fait monter de l'eau dans des bassines et on redescend et on vide les bassines. L'un des problèmes, notamment, c'est que l'eau s'évapore. L'eau, ça s'évapore, donc on a une perte. Et puis c'est vraiment pas efficace. Donc en ce moment, il y a énormément de recherches sur ce truc-là. C'est vraiment le problème majeur. Hein. Il y a des gens qui essaient d'utiliser l'électricité pour produire de l'hydrogène, ensuite utiliser de l'hydrogène, etc. Il y a énormément de choses. C'est le problème numéro 1. Ok, entre ingénieurs et chercheurs, hein, ouais, faut que je finisse un petit peu vite. C'est ce que disait le président de l'Académie des sciences. Quand on connaissait pas l'électricité, les ingénieurs, ils essayaient de faire de meilleures bougies. Et c'est très important. En ce moment, on essaie de faire de meilleures batteries pour l'électricité. C'est très important. Les chercheurs, en attendant, ils étudiaient la foudre. Ouais. Ils se prenaient des électrocutions, ils étudiaient la foudre, et ils ne savaient pas que ça ferait l'électricité. Voilà. On ne sait pas ce qui vaut mieux, mais il y a les deux approches qui sont très importantes. Je vais passer sur les mathématiques chinoises, je vais passer sur la communauté mathématique. J'ai dit que je vous donnerais un problème ouvert. Hein. Donc voici un problème ouvert hein, qu'on appelle le problème de Syracuse, ou le problème de Collatz, ou le problème 3x plus 1. Qu'est-ce qui se passe? Donc Collatz, c'est un jeune Allemand qui a
posé ce problème, il avait entre 18 et 30 ans, quelque chose comme ça. Vous prenez un entier, 7. S'il est pair, il n'est pas pair, 7. Il est impair, vous le multipliez par 3, 3 fois 7, 21, vous ajoutez 1, 22, vous divisez par 2, 11. Si vous tombez sur un entier pair, vous divisez par 2. Puis vous recommencez. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur tous les exemples qu'on a essayés, on retombe sur 1. C'est pas qu'on retombe, on tombe sur 1, toujours. C'est l'un des problèmes les plus qu'on estime être capital, et on ne sait pas le faire. Et pourtant, j'arrive à l'exposer à tout le monde. Aucun de vos profs ne sait le faire, moi je ne sais pas le faire. Si vous savez le faire, vous venez me voir, je m'occupe de vous. Et vous voyez, ce problème, je l'ai proposé en CE1. Hein. J'ai vérifié avec mon copain qui était un STIT que les élèves savaient multiplier par 3 et diviser par 2. On ne sait pas. Et ensuite, on peut l'expliquer. Alors, je vais sauter sur le problème d'Akiyama parce que je suis en retard. Mais Akiyama, c'est un mathématicien qui était au CIRM il y a quelques années. Donc, il y a des problèmes qu'on a encore qui sont très très simples et qu'on ne sait pas résoudre. Je sais pas. Jeune femme? Comment? J'ai encore fait une bêtise. Merci. Ok. Alors, jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'est que les mathématiques étaient une science ouverte, il y avait plein de choses à faire. Je vous ai invité à y travailler, à en faire votre métier, mais c'est pas n'importe quoi. Voilà. Et là, je vous ai mis des apprentis sorciers, et c'est la partie sérieux demandé du titre de l'exposé. Alors, je voudrais parler donc d'un tout petit peu de l'approche scientifique, puis après, je vais vous démontrer que les femmes sont plus stupides que les hommes. C'est un article dans Nature qui est paru qui a démontré ça, donc on l'étudiera avec l'approche scientifique. Bon, vous allez voir. Vous allez voir. Là, je vous démontrerai aussi que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Ne vous inquiétez pas. Donc, il suffit pas de donner son avis. Par exemple, dans les films américains, vous avez une comète qui va détruire la Terre, tout le monde va mourir. Hein. Le héros, il réfléchit 3 secondes, il dit « c'est la seule solution ». Petit loup, il aurait peut-être pu réfléchir un peu. Hein. Il a peut-être une solution, mais c'est la seule solution d'un seul coup. Et le danger est quand même énorme. Hein. La conviction aussi. Ça, c'est un exemple que j'ai pris dans le RER il y a plusieurs années. Dans le RER, il y a quelqu'un il y a une petite bande de petits jeunes, il y a un qui dit « mais si, je te le jure, sur la tête de ma mère, Polo l'a fait !» Et le chef, il en a marre de son copain. Il dit écoute, jure pas sur la tête de ta mère, t'étais pas là. Donc la conviction, ça marche pas non plus. L'exactitude. Alors moi aussi, j'ai regardé X-Files. Hein. Tout le monde a sa vérité. Eh bien, je vous assure que Ariane 5 a explosé. Elle n'est pas partie se cacher derrière la Lune, hein, en attendant de revenir en disant dans 20 ans coucou, c'était une blague. Non, il y a des choses qui existent. Alors, quelque chose de compliqué, Thorsten, c'est un excellent mathématicien et qui a beaucoup étudié les raisonnements mathématiques. Hein. Et c'est un extrait d'un très long papier qu'il écrit sur les raisonnements mathématiques et qui dit que la fiabilité mathématique ne vient pas principalement de ce qu'on vérifie point par point ou formellement les arguments, mais de ce qu'on réfléchit attentivement de manière critique. Voilà. On a évité le mot vérité, etc. On essaie de réfléchir attentivement de manière critique. Alors, je vous propose un exemple. Voilà. Là, je vais vous démontrer que les femmes sont plus stupides que les hommes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, je crois, je suis plus sûr, est apparu un article dans Nature. Nature, c'est la plus grande revue scientifique, pas pour les maths, mais pour les autres. Donc, un article de 6 pages, de 3 auteurs, un chimiste, un neurochirurgien et je ne sais plus quoi. Bon, 3 hommes, on peut s'en douter.
J'étais en Inde à l'époque, et il se trouve que ça fait les gros titres de Times of India. Times of India, c'est le journal de référence en Inde, hein, et l'Inde, c'est quand même 1 milliard d'habitants. Hein. Donc vous arrosez énormément de personnes. Hein. Et du coup, j'ai été voir l'article. Voilà. Parce que je voulais savoir, quand même, ça m'intéressait. Donc, je vais vous montrer le raisonnement. Donc, il trouve qu'il y a plus de graisse autour des axones des hommes. Alors, l'influx nerveux, il se balade le long de fils qu'on appelle des axones. Hein. C'est ce qui permet de transporter l'influx nerveux. Donc, sur les hommes, il y en a plus. Il remarque que la graisse stabilise l'influx nerveux. Ah oui, quand c'est mieux isolé, ça marche mieux. Il n'y a pas de truc parasite. Ça, c'est page 5. Page 5, la suite, il dit, si nous comparons aux ordinateurs, les hommes pensent mieux que les femmes. Ah, alors là, on est scotché. On fait, mince, hein, un argument. On n'y croit pas, mais quand même, c'est scientifique. Je l'ai proposé, je vous ai dit, on regarde de façon scientifique, on va analyser cette chose-là. Alors on réfléchit, on dit, bah, hein, en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, ces gens-là? Hop, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les hommes et les femmes sont différents. Mais ça, moi, je le savais. Et une fois qu'on a ça, ben maintenant, je vais vous démontrer que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Regardez. Donc ça, c'est le raisonnement. Ouais, j'ai repris les cases. Je vais reprendre les mêmes cases d'une autre façon. Les femmes sont plus petites que les hommes. Alors, je crois que c'est vrai. Si c'est pas vrai, accordez-moi la suite du raisonnement, mais je pense que c'est vrai. Donc l'influx nerveux, il a moins de chemin à faire. Ah, non, si on compare aux ordinateurs, qui était l'argument massu de mes 3 collègues, eh ben, ça va plus vite. Donc les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ils avaient des idées préconçues, donc ils pensaient par avance avoir une idée du résultat, ils l'ont démontré. Et ça, vous allez le trouver dans plein de choses. On définit un peu mal les choses. Là, l'intelligence est mal définie, par exemple. On trouve un argument qui va dans un sens et on dit je suis le roi du monde, j'ai raison. Par exemple, quand on veut faire de la recherche et inventer des choses nouvelles, c'est clair on ne doit pas penser d'avance ce qu'on sait faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas apprendre. On apprend des techniques, on apprend ce que les autres ont fait, mais il faut réussir à aborder les choses avec une façon neuve et complète. Voilà. Alors, j'ai quand même glissé le mot « chose vraie » à la fin. C'est sûr que mes copains philosophes vont me tomber dessus s'ils voient ces exposés, parce que la notion de vérité en philosophie, c'est compliqué. J'ai utilisé la notion d'exactitude, et j'ai dit qu'il fallait regarder de façon critique et attentive. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. J'aurais pu vous démontrer que pi valait 2. Mais je vais pas vous faire ça. Parce que c'est faux. Bon. Donc c'était pour vous montrer un autre raisonnement faux, mais là je suis un peu en retard sur mon exposé. Ah ben non, j'avais 5 minutes de décalage, moi c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer que pi est égal à 2. Ça, c'est un... Hop. Ça, vous voyez, c'est un diamètre. Et ça fait pi. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous les composez en 2. Vous faites 2 demi-cercles. Pi sur 2, plus pi sur 2, pi. Ouais? Quand vous êtes là, vous continuez. Pi sur 4, plus pi sur 4, plus pi sur 4, pi. Puis vous continuez. Et puis la courbe, elle s'écrase comme ça. Et à la fin, ça fait le diamètre. Donc vous avez démontré que pi égale 2. Ouais? C'est choquant, hein? C'est choquant. Moi, ça me choque encore plus que précédemment. Hein? Parce que pour moi, pi, ça va au moins 3.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la définition de la longueur est quelque chose de très compliqué. Probablement que vous n'avez pas la définition de la longueur d'une courbe. D'un segment, vous savez, mais d'une courbe, c'est compliqué, c'est l'intégrale de la racine de 1 plus f' carré, un truc comme ça. C'est un truc compliqué. Alors, en mathématiques, on peut faire un espace où il y a tous les chemins. Les chemins d'un point à un autre, il y a tous les chemins. À tous ces chemins, on peut associer une longueur. Par exemple, le demi-cercle en haut, là, on associe la longueur pi. Et donc, c'est un espace avec tous les chemins auquel on associe une valeur, c'est une fonction. Et je vous ai dit que cette fonction, sur les points que je vous ai montrés, elle vaut pi. Et en bas, elle vaut 2. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que cette fonction, on est en train de supposer que cette fonction est continue en ce point-là. En fait, cette démonstration, ça vous montre que cette fonction n'est pas continue en ce point-là. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ça? Ah, 2, ouais. Ah non, c'est vrai. À l'envers, c'est là. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que démontrer des choses, mais démontrer que les choses sont fausses, c'est aussi très important. Par exemple, vous connaissez les équations du second degré, normalement. Les équations du second degré, vous maîtrisez. Vous devez maîtriser. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on sait faire les équations du troisième degré. On a des racines, etc., c'est un peu compliqué. Les équations du quatrième degré, on sait faire aussi. Là, ça commence à être poilu. Ça commence à être difficile, mais on y arrive. Puis évidemment, suivant de 4, c'est 5. Donc tout le monde voulait faire les équations du cinquième degré. Et on peinait beaucoup, on n'y arrivait pas. Jusqu'à ce qu'un jeune mathématicien français, Varèse Gallois, démontre que c'était impossible. On ne pouvait pas obtenir de formule de la même façon. Alors vous allez me dire, c'est un résultat, on s'en moque. Un ingénieur vous dirait, ça ne m'intéresse pas, puisqu'on ne peut pas faire. Mais en fait, c'est la démonstration que c'était impossible qui a ouvert un champ de mathématiques gigantesque. Ça a ouvert toute la théorie des corps de nombre. Voilà. Eh bien, c'est terminé et je m'arrête ici. Merci. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? D'accord.